Bonsoir Marie. Bonsoir Aurélie, je suis heureuse de te rencontrer ce soir, de t'avoir avec nous, donc dans l'Union des Cœurs. C'est ma communauté en fait que j'ai créée il y a 2 ans de ça et où on se retrouve très souvent ensemble et où j'ai le plaisir d'inviter des personnes comme toi Mhm. pour te faire connaître déjà d'une. Et ben, également, ils sont privilégiés pour pouvoir te poser des questions, pour pouvoir communiquer directement avec toi. Et donc, voilà, c'est génial. Donc, moi, pour commencer, j'aimerais bien que tu me parles de toi, pour que tu me dises qui es-tu? Qui est Aurélie? Alors, c'est une vaste question. Euh, donc, pour me présenter en tout cas par rapport à qui je suis aujourd'hui, donc je suis coach et thérapeute. Et donc, je me suis spécialisée il y a plusieurs années, il y a bientôt maintenant 10 ans, dans l'accompagnement des femmes et dans l'accompagnement des couples à pouvoir harmoniser la relation. Donc, notamment la relation amoureuse. Et donc, sur ces dernières années, j'ai vraiment mis l'accent sur déjà comment il est possible de développer une communication qui soit dans la bienveillance, donc comment communiquer de cœur à cœur avec la personne que l'on aime, parce que souvent, la plupart du temps, le quotidien est créé de tensions, de disputes, et donc c'est ce qui fait qu'il y a de l'éloignement et de l'incompréhension. Donc, je me suis Alors, spécialisée attends, en... je vais juste t'arrêter un petit peu. Il n'y Oui, a pas de hasard que tu sois rentrée là-dedans. non, pas du tout. Non, non, pas du tout, parce que c'est vrai que quand on entreprend une activité de la sorte, il y a souvent soit on se dit bah, le thème là, on l'affectionne particulièrement et on a envie de rentrer dans cette direction. Mais en fait, moi, ça fait vraiment partie de mon parcours personnel. C'est vraiment une vocation parce que aujourd'hui, j'aide les femmes et j'aide les couples à vraiment harmoniser la relation, là où moi, pendant des années, bah, ça a été compliqué de le faire. D'accord. Donc, pour donner le contexte, euh, alors avant, je ne le savais pas, je l'ai su avec le temps, mais déjà, il y avait une hypersensibilité que j'avais au niveau personnel et qui se reflétait dans la relation. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que quand j'ai été en âge de démarrer des relations amoureuses, en fait, j'avais cette idée, c'est vraiment cette profonde envie de vouloir recréer un couple à l'image de mes parents, puisque j'ai des parents qui sont ensemble depuis des années, Depuis et toujours. c'est un couple depuis toujours, et c'est un couple fusionnel qui ont toujours fait des choses ensemble, pas de disputes, pas de conflits. Donc, je me disais, waouh, j'ai envie de vivre ça. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir démarrer quelque chose, je me suis dit, oh là là, c'est C'est pas pas si ça du simple que ça. Je me dis, qu'est-ce qui fait que ils y arrivent et pas moi? tout. Et la problématique est devenue de plus en plus, quelque part, douloureuse pour moi, parce qu'en fait, je me rendais compte que au fil des années, je reproduisais toujours le même schéma. Ouais, C'est-à-dire et tu que, recherchais en fait toujours l'image de tes parents, du couple de ouais, tes parents. Et je pense que tu exactement. vas la chercher jusqu'à que tu vas la trouver. Alors, il y a l'idée de la chercher, et puis il y a l'idée aussi, à un moment donné, de m'en extraire un peu pour me dire, OK, comment je peux créer un couple aussi qui soit à mon image? Parce que, à un moment donné, j'ai travaillé aussi sur cette idéalisation du couple, sans Mhm, voir les aspects qui étaient peut-être pas forcément alignés avec moi. mhm. Donc, ça a été vraiment intéressant. Et puis, c'est franchement ma douleur, ma souffrance, ça a été de me dire, bah voilà, je veux créer une relation de couple qui soit harmonieuse, je veux construire quelque chose. Et en même temps, c'est tout le temps le même schéma qui se répète, c'est-à-dire je rentre dans la relation. Au début, ça va bien, les petits papillons dans le ventre, les choses semblent super. Et puis à un moment donné, il commence à y avoir des désaccords, des incompréhensions. Je me dis, mince, l'autre ne pense pas de la même manière que moi ou ne fonctionne pas de la même manière que moi. Et donc ça commence à créer des frictions jusqu'à ce qu'à un moment donné, je développe cette peur d'être abandonnée. C'était systématique. Au bout d'un moment, j'avais cette peur que l'autre m'abandonne.
Et donc, je développais ce comportement où j'en faisais trop. D'accord. J'avais cette tendance à vouloir tout faire pour rendre heureux mon partenaire, de manière à m'assurer que, ben, en retour, il soit content et qu'il surtout ne m'abandonne pas. Exactement. Sauf que le problème, c'est que quand on passe notre temps à vouloir prendre soin de ceux que l'on aime et à faire passer nos besoins et nos désirs en dernier, ben, on commence à perdre de notre lumière. Donc moi, je commençais à perdre de l'énergie, je commençais à perdre de la joie. Et puis c'est surtout qu'à un moment donné, à force de vouloir en faire, il y a ce truc de ben, j'aspire à avoir un retour. Et s'il n'y a pas Bien un sûr. retour, bah, c'est là où il va y avoir des frustrations, tu vas commencer à ressentir aussi de l'amertume. Et puis, bon, bah forcément, moi, comme j'étais pas, on m'a pas appris à bien communiquer. Donc, Mhm. ben, quand ça sortait dans le modèle sur lequel j'ai été établie, c'est-à-dire critique, reproche, Bah, dans tes jugement, émotions, en fait. voilà, comparaison. Et donc, à un moment donné, je me disais, mais mince, qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment à cœur de vouloir connecter avec mon partenaire et en même temps, dès que j'ouvre la bouche, quasiment, ben, à un moment donné, soit il m'attaque, soit il est dans la fuite, ou alors il se replie sur lui-même et j'ai l'impression de parler à un mur, j'ai plus accès à l'autre. Donc je Mhm. me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais pour créer ça? Et puis c'est surtout que c'est pas une relation, c'est j'ai vécu les mêmes schémas dans différentes relations alors que les partenaires étaient différents physiquement, pas forcément les mêmes traits de caractère. Donc je dis là, le dénominateur commun, c'est moi. Donc Tu as mis combien de temps à te rendre compte que tu créais tout le temps les mêmes schémas? T'en as créé combien avant euh, de prendre conscience de ça? je dirais que j'ai eu, on va dire, 3 relations, parce qu'à chaque fois j'ai eu quand même des relations longues. Donc, je dirais que j'ai eu à peu près 4 relations pour me Mhm. rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'installer. Mais par Mhm. contre, dès le début des relations, comme j'avais un pas dans le développement personnel et spirituel, il y avait ce truc en alerte qui me disait, oh là, il y a quelque chose qui est en train de se répéter. Et c'était douloureux, mais en même temps, je me suis pas positionnée en victime en me disant pauvre de moi, j'ai pas de chance. Même certains membres de ma famille, à un moment donné, me disaient non, mais Aurélie, t'as vraiment pas de chance. Et je dis non, non, c'est pas une question de chance ou de malchance. Il faut juste que je comprenne qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que il y en a certains autour de moi qui arrivent à le créer. Et moi, Mhm. je n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas ou qu'est-ce qu'ils ont en eux et que je n'ai pas encore suffisamment développé. Et Mhm. donc, c'était ça qui était quelque part un peu vicieux parce qu'en fait, j'absorbais énormément d'informations dans le développement personnel, que ce soit des livres, des vidéos, etc. Et en même temps, j'avais ce truc de Madame parfaite, le côté perfectionniste, à me dire non, je vais tout faire par moi-même, je vais me débrouiller, je comprends la situation. Et ça a été ma grande erreur qui fait que j'ai perdu plusieurs années. C'était que je me disais, je comprends, donc si je comprends, ça va aller mieux. D'accord. Sauf que c'est pas C'est parce un qu'on peu ce que se comprend, disent, ouais, c'est un ouais, peu ce que se disent beaucoup de personnes quand ils exactement, sont dans leur développement personnel, que ce soit pour un couple ou pour autre chose. Euh, je comprends, donc c'est OK. ouais. Tant que c'est pas intégré. Non, c'est exactement, c'est ça, Marie, c'est que c'est ce que j'ai compris après, c'est pas parce que je comprends intellectuellement et que je vois les schémas que Exactement. bah, je vais pas retomber dedans, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont plus profondes, qui sont de l'ordre de l'inconscient. Et donc là, j'ai pas la main mise, j'ai besoin d'aide, mais ça m'a demandé du temps Mm. d'oser demander de l'aide, parce que j'étais dans ce truc aussi de la femme forte. Mhm. Et puis aussi parce que en France, il y a 10 ans de ça, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais il y a 10 ans de ça, euh, tout ce qui est institution du coaching et de la thérapie, on peut encore entendre très, très couramment, bah non, mais c'est pour les gens à problème, ceux qui vont consulter quelqu'un, ou c'est pour ceux qui ont des problèmes dans leur tête, tu vois. De toute façon, c'est ce qu'il y avait effectivement il y a que 10 ans. Mm. Bah, ça fait partie de la psy. Ouais, Euh, voilà. Et effectivement, il y a 10 ans, tu rencontrais beaucoup moins de coachs qu'aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, entre guillemets, de normal. Ouais, tout à fait. Et Donc tant mieux. aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, c'est bien parce que c'est dans l'air du temps. Et aujourd'hui, c'est pas vu comme j'ai un problème, mais c'est aussi pour moi cet état d'esprit de, OK, je sens que j'ai un blocage, je sens que j'ai envie d'évoluer ou de grandir. OK, je vais investir en moi parce qu'il y a des personnes qui ont des raccourcis que peut-être moi je n'ai pas. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, même quand on est coach ou thérapeute. Moi, je continue d'aller voir des experts qui vont m'aider à chaque fois à aller atteindre des niveaux plus hauts parce que on a beau être des coachs ou des thérapeutes, ou même parce que j'ai déjà en plus coaché des coachs et des thérapeutes, mais Mhm. on est avant tout des humains et on a des angles morts. Non. Donc c'est important aussi de pouvoir se remettre en question et de se dire, OK, il y a des choses que je peux faire par moi-même, mais aussi c'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir. Donc c'est une preuve d'amour pour moi de me dire, ben, je vais investir en moi parce que j'étais capable de dépenser mon temps, mon énergie et même mon argent pour les autres. Et quand il s'agissait de moi, je me disais que je ne mérite pas ou je suis pas légitime. Et donc du coup, j'ai mis du temps avant de passer le cap de, OK, je vais me faire aider. Malheureusement, c'est ce que pensent beaucoup de thérapeutes ou de coachs, en fait, hein. Euh, Ouais, et c'est une erreur. C'est une grande erreur. ouais. Mm. Surtout que au final, quand on y pense, c'est de se dire que l'investissement sur soi pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos proches. Parce que notre transformation interne va influencer et inspirer le compagnon, les enfants s'il y en a, et puis même les membres de la famille. Parce que moi, je me rends compte que les changements que j'ai créé en moi, ça a eu un impact positif sur mes relations amoureuses, sur mes relations amicales, sur les relations familiales. Aujourd'hui, j'ai des relations extraordinaires avec, en tout cas une relation extraordinaire avec mes parents, qui n'était pas aussi profonde et développée qu'il y a 10 ans. Donc, c'est de voir aussi à quel point notre processus de transformation inspire les autres à vouloir aussi changer. Donc, c'est ça qui est beau. Ouais. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que on n'est pas égoïste en pensant à nous, mais je veux dire, on est obligé de penser à nous pour pouvoir faire le bien autour de nous. Et si on ne le fait pas, ça marche pas. Donc, il faut commencer Exactement. par nous. Exactement. Mm. D'ailleurs, c'est une des premières choses qui fait souvent un déclic dans la tête de mes clients, Mm. c'est que en fait, ils viennent avec cette croyance, et surtout, plus particulièrement, j'ai remarqué chez les femmes, qui aussi ont ce rôle de maman, d'avoir une espèce de culpabilité constante à vouloir prendre soin d'elle. Oh, je me pose dans le canapé. Ah non, je peux pas rester dans le canapé. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester assise et me relaxer. Et donc, il y Mm. a une forme de culpabilité aussi en étant mère, avec ces to-do list, cette charge mentale qu'on a dans la tête, où voilà, on se sent coupable et on se raconte que peut-être on va être jugé mauvaise mère ou pas une bonne personne ou égoïste, parce que ça, je sais que c'est très douloureux pour beaucoup de monde, Ouais, cette oui. peur de se dire, voilà, on pourrait penser de nous qu'on est égoïste. Et en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que se prioriser, en fait, c'est de l'altruisme. Parce que Mm. quand on se priorise, on fait en sorte que notre fameux réservoir d'amour se remplisse. Et donc, à partir de là, ce que l'on va donner aux autres, c'est gratuit. Parce C'est ouais, un réservoir d'amour rempli, ça fait que ben, on a plus d'énergie, on a le sourire, on va rayonner. Et donc, tout ce qu'on va donner, ça va partir d'un élan joyeux et ça va être distribué aux autres sans forcément avoir d'attente. exactement. Alors, alors qu'un réservoir d'amour vide, c'est là où justement, sans s'en rendre compte, on va être dans une notion de marchandage comme je l'ai été pendant longtemps. Mon Mm. réservoir d'amour était vide, je ne savais pas comment le remplir. Et Mm. donc, j'étais dans l'attente que ce soit les autres qui le fassent à ma place, et en l'occurrence mon partenaire. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur l'autre, ce qui Mm. du coup pouvait créer aussi une pression, et ce qui Mm. fait qu'il avait tendance à s'éloigner. Et plus il s'éloignait, plus je voulais m'accrocher. Mm. Et donc C'est voilà, c'est l'erreur à ne pas faire, en fait. c'est ça. S'accrocher à un partenaire, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, parce que c'est euh, un sentiment de possessivité, en fait. Et l'autre ne peut pas assumer ça. Oui, l'autre ne peut pas assumer parce que c'est une charge qui est trop grande. Et puis c'est surtout qu'il y a un équilibre à trouver au niveau des relations. C'est comment moi je peux prendre soin de mon réservoir d'amour, comment l'autre aussi peut aussi se le remplir.
Et Mm. mutuellement, on peut contribuer Bien sûr. l'un à l'autre. Mais moi, ma problématique, c'est qu'avec cette blessure d'abandon, Mm. j'étais rentrée dans une dépendance affective. Et donc, Mm. le fait que je ne sache pas m'aimer et que je n'ai pas suffisamment confiance en moi, inconsciemment, j'attendais et je militais sur les épaules de mon partenaire. Je considérais que c'était le rôle de mon partenaire de faire en sorte que je me sente aimée. Et Exact. Mais, mais c'est ouais, ce que recherche la majorité des gens, c'est en pensant que l'amour vient de l'extérieur, ce qui n'est pas le ouais, cas du tout. Donc, la problématique de l'humain, je dirais, hein, et pas forcément que dans les couples, c'est de chercher l'amour à l'extérieur. Et quand tu es en couple, je dirais c'est pire encore, parce que tu t'accroches vraiment à ça. Et là, ben, mhm, ça peut pas marcher. Sur la longue, ça ne peut pas marcher. Au oui, début, comme tu dis, tu as des papillons dans le ventre et tout, ça marche très bien. Mais très vite, les problèmes, les différentes émotions apparaissent. ouais, tout à fait. Parce que quand on est vraiment dans une carence au niveau affectif, ce que j'aime bien donner comme image, c'est que ben, justement, ce fameux réservoir d'amour, quand on est dans une dépendance affective, notre réservoir d'amour est percé. Donc, Ok, en fait, on aura beau demander à l'autre de nous aimer de différentes manières, l'autre va pouvoir nous donner, mais quelque ça va pas part, ça suffire. sera jamais suffisant. Non. Parce que le problème, c'est qu'il y a besoin déjà d'aller colmater ce réservoir qui est percé. Donc, de Mm. toute façon, pour moi, les relations amoureuses, la base, c'est l'amour de soi. Bon, je crois qu'on l'a entendu à toutes les sauces, mais en même temps, on revient toujours à la source qui est l'amour. Mm. Et une relation amoureuse qui est saine et équilibrée, ça passe par deux êtres qui s'aiment pleinement et aussi se font confiance mutuellement, mais se font confiance aussi personnellement. Je pense vraiment la confiance est aussi au centre Mm. d'un couple harmonieux. Ouais. C'est impressionnant. Mais j'ai souvent pu dire dans mon couple avant, euh, il y avait la confiance mais dès le début, en fait, hein. On pouvait marcher les yeux fermés, en fait, hein. On faisait confiance à l'autre. Et ce qui est très rigolo, c'est que mon fils, qui est en couple aujourd'hui, répète exactement la même chose. J'ai jamais vu un couple enfin, qui se fait autant confiance dans le sens où chacun sort de son côté, il n'y a aucun problème. C'est leur Mm. rythme. Et quand on n'a pas confiance, on ne peut pas le faire parce qu'il y a la jalousie qui se rajoute, il y a le doute, enfin, il y a toutes les émotions qui se rajoutent, quoi, hein. Ouais, tout à fait. Et Mm. c'est là où c'est intéressant justement d'aller se poser des questions qui sont tellement importantes et qui sont, OK, où est-ce que j'ai déjà ressenti ces émotions désagréables? Parce que le partenaire ou la partenaire que l'on choisit, ils sont là aussi pour, bien sûr qu'ils vont mettre en lumière bah, nos parts lumineuses, mais ils Mm. ont aussi cette capacité d'appuyer sur nos parts d'ombre. Et Et ça fait partie du job. Il n'y a pas très longtemps, dans un coaching de groupe avec mes clients, je leur disais, en fait, la plupart des gens oublient cette notion qui est tellement importante qu'on dit dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Il y a tout qui était déjà annoncé, mais c'est comme si les gens, voilà, ils vous disaient oui, oui, le meilleur, et puis le pire, on veut le mettre de côté. bah, on l'entend même pas, celui-là. On l'entend pas, tu vois, on l'envisage pas, mais en même temps, c'est quelque chose de tellement important parce que, en fait, on part du principe, et ça, c'est encore une fausse croyance, que le couple est un long fleuve tranquille et que les couples heureux ne se disputent jamais. Sauf que les couples heureux traversent des crises, peuvent être challengés. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que c'est un couple qui perdure? C'est parce qu'à un moment donné, ils ont les outils, ils ont les ressources pour pouvoir aller traverser ces événements. C'est pas pour le meilleur et dès que c'est le pire ou challengeant, je te quitte. Parce que de toute façon, si on quitte la personne sans comprendre les schémas ou les blessures qui sont activées derrière, Pas les répéter. on va les répéter. Ça, c'est obligatoire. C'est ce que j'ai vécu à chaque fois. Mm. Donc, je me disais, bon, je suis dévastée, ma relation se termine, je me reconstruis, et puis à un moment donné, voilà une autre personne qui pointe le bout de son nez, je rentre dans la relation et je me dis que ça va être différent. Et à chaque fois, en fait, c'est juste que
les schémas peuvent se reproduire de plus en plus subtilement. Parce que si c'était tellement évident, bah, je dirais, bah non, lui, il est comme mon ex, je vais surtout pas y retourner. Non, c'est toujours, ah, ça paraît différent. Et puis petit à petit, quand ça nous saute aux yeux, on se dit, mais non, mais en fait, je revis la même chose. C'est juste que c'était plus insidieux, c'était plus Exactement. subtil. Mais tant qu'on va pas au fond du fond de Mm. ce qui nous amène à attirer cette personne et attirer cette expérience, bah, on va reproduire les mêmes schémas. Et puis, c'est pas que le couple, hein, ça peut être aussi dans la famille, ça peut être avec les enfants. Avec C'est même juste, avec les amis, hein. exactement, c'est juste que le couple, c'est intense parce Mm, que on y met beaucoup d'affect. mm, Donc, pour moi, la guérison des blessures, c'est vraiment une étape extrêmement importante parce que vous pouvez mettre en place différentes stratégies, mm. mais si dans le fond, la source est pas réglée, bah C'est ça. justement, voilà, on continue. Mm. Alors, moi, j'ai une question. Parce que, bon, comme tu m'as dit, tes parents ont une relation de couple harmonieuse euh, euh, qui fait rêver. OK? Alors, moi, j'ai eu une relation comme ça. Et c'est vrai que très souvent, je peux entendre, mais dans les couples, il y a des hauts et des bas. Alors, je n'ai pas vécu ni de haut ni de bas. Euh, mais je pense aussi, alors souvent je dis j'ai eu de la chance, mais je pense qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. La communication a joué son rôle. Parce que Mm. je crois vraiment que dans un couple, ou peu importe dans quelle relation, la communication fait partie aussi de la chose la plus importante. Ouais, Si on n'arrive pas à communiquer ou si on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, ben, on fait quoi? On l'enferme, quoi, hein. exactement. Et à un moment donné, ben, forcément, ça ressort, quoi. Tout à fait. Il y a Mm. plein de, ça arrive hein, qu'il y ait des couples qui se disent non mais Aurélie, on s'est jamais engueulé. Mais c'est de se dire ok, si vous êtes jamais engueulé, il y a peut-être aussi beaucoup de non-dits. Parce que Oui, oui. Enfin, chez moi, il n'y a pas eu de non-dit, il n'y a justement. pas Et eu de non-dits. Bah non, beaucoup, parce que tu avais une bonne communication. oui, C'est ça. on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Même si on s'est séparés, mais là, je dirais, c'est la vie qui nous a séparés. C'était pas Mm, une mm. question de non-amour ou de plus d'amour, en fait, hein. C'est vraiment, Ouais. la vie nous a séparés. Et c'était OK. Euh, Mm. mais je veux dire, ça existe quand même. Je voudrais pas que tous les couples pensent que ça n'existe pas, parce que ça existe. Ouais, tout à fait. C'est quand même important de le préciser. C'est juste aussi de se dire ok, il faut juste être outillé. C'est Oui. important de comprendre ça parce que en fait, moi, je pensais être une bonne communicante. Mhm. Sincèrement, dans tous mes couples, je me disais, ah non, mais c'est moi, et j'étais fière en plus hein, de le dire, c'est moi la communicante dans le couple parce que j'avais un partenaire qui disait pas grand-chose, par Mhm. contre, ça pouvait à un moment donné exploser. Mais de manière générale, c'était moi qui voulais aborder les sujets, qui voulais communiquer, qui voulais crever l'abcès, etc. Et à un moment donné, j'ai compris que c'est pas parce que c'est moi qui voulais parler et que c'est moi qui ouvrait la communication à chaque fois que forcément je communiquais bien. Et ça, Exactement. c'est une différence vraiment importante à comprendre. Et d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup de mes clientes qui se retrouvent aussi dans ce que je dis. C'est Aurélie, là, tu m'as semé une graine, j'ai pris une claque. Dans le sens où je pensais être une bonne communicante, je pensais que bah, justement je faisais les choses bien, mais je me rends compte qu'en fait, avec tout ce que tu dis, j'utilise énormément d'activateurs de conflit au quotidien, sans m'en rendre compte. Donc, pour moi, un des indicateurs que on n'est pas dans une communication authentique et bienveillante, c'est tout simplement la réaction des autres. Mm. D'être observateur et de se dire, OK, si mes enfants ou mon partenaire ou mes amis ont cette tendance à se braquer facilement dès que je dis quelque chose, OK, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à revoir? Et moi, c'est là où je me rendais compte que la plupart du temps, je me disais, bah, je communique, je suis en train de lui exprimer ce que je ressens. Et en fait, l'expression de ce que je ressentais, ça passait par beaucoup de jugements, comme je disais, de critiques, de reproches, de comparaisons. Et à un moment donné, je me suis rendu compte aussi que, bah oui, mon partenaire avait cette capacité de me dire des choses ou de faire des choses, et tout de suite, je me fermais comme une huître. Mm. Et, et donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, parce qu'en plus, souvent, l'impact des choses dites négatives
va prendre beaucoup plus de poids dans un réservoir et pour compenser, il va falloir dire beaucoup plus de choses positives derrière pour rattraper Ouais, le tir. Sauf ouais. que dans la plupart des couples, on a plus une facilité à exprimer ce qui va pas que ce qui va bien. Mm, Donc l'idée, c'est de pouvoir rétablir aussi cet équilibre, de se dire oui, il y a des mm, choses qui va pas, quoi, qui vont pas. Comment je peux développer l'art et la manière de trouver les mots justes pour faire passer l'information sans que l'autre se sente attaqué? mm, Et comment je peux aussi faire en sorte que ben, cette communication, elle amène une compréhension mutuelle et on fasse en sorte qu'on redevienne des alliés. Parce que la plupart du temps, quand il y a des incompréhensions ou des désaccords, on a plus cette tendance à voir l'autre comme un ennemi mm, et puis du coup à prendre cette distance. Sauf que c'est de se rappeler, de dire non, la personne en face de moi n'est pas mon ennemi, c'est mon allié. Comment je peux faire en sorte de recréer ce pont pour que on arrive à se rejoindre? Et la mm. communication a un rôle clé, C'est c'est ça. un rôle fondamental. Complètement. Donc, je dirais aussi que bah, dans tout ça, bah, déjà dans un couple, donc deux personnes qui ne se connaissent pas, qui apprennent à se connaître, mais qui ont leur propre expérience, donc leur propre vécu, leur propre enfance, etc. Donc, forcément, vont réagir autrement. Donc, ça aussi, c'est à réajuster. Ouais. Ça c'est hyper important et ça fait partie d'ailleurs des croyances limitantes. C'est parce que je considère que tel fonctionnement est normal, évident. Ça, c'est les mots qui reviennent. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, ça, de se dire, voilà, euh, vous êtes face au partenaire, puis vous dites, mais je comprends pas, mais c'est tellement évident, ça me paraît normal, ça me paraît logique. Pourquoi l'autre ne le fait pas? Et là, des fois, on se dit, mais il est bête ou quoi? C'est Et donc, exactement ça. c'est où il le fait exprès, il se fout de moi. Et Mm. c'est là, à un moment donné, on se dit, OK, là aussi, il y a un shift à faire parce que ce qui est considéré comme normal, évident, logique pour nous, ne l'est pas pour l'autre. Et Et c'est marrant ça, ce que tu dis parce que ouais. j'ai cette communication souvent avec mon fils, on parle beaucoup. Et des fois, je lui dis un truc, je dis, mais Dorian, c'est logique. Il dit, je comprends pas ce que tu me dis. Mais et c'est marrant parce que quand il me dit, je comprends pas ce que tu dis, je dis, mais c'est quelque chose de logique. C'est pas logique pour toi? Il dit, non, pas du tout. Mm. Alors, Ouais. avec mon fils, ça va, c'est mon fils, donc je peux communiquer. Mais je suis persuadée que dans la vie de tous les jours avec des gens, ma logique n'est pas la logique des autres. Mhm. Ouais, complètement, parce que on a chacun un univers différent en fonction de notre éducation et de la cellule familiale dans laquelle on a grandi. On a des habitudes et des schémas de pensée qui sont peut-être pas les mêmes que l'autre. C'est ça. Donc, en effet, à partir du moment où on comprend ça, ça permet aussi de se détendre et de développer plus de tolérance. Mm. Parce que justement, on se dit, OK, l'autre ne fonctionne pas de la même manière, comment je peux m'y prendre pour faire passer le message d'une manière à ce que ce soit entendu et compris. Mais ça, j'ai vécu tellement de conflits parce que justement, j'ai cru que l'autre pensait. Et d'ailleurs, le partenaire aussi, hein, c'est dans les deux sens que ça fonctionne, quoi. Mais Complètement. j'aime bien faire rire mes clients avec cette image qui est tellement drôle que j'avais trouvée sur les réseaux. C'est la photo de l'intérieur d'une cocotte minute avec des pommes de terre à l'intérieur. Et puis il y a Mhm. une phrase qui dit, j'ai demandé à mon mari de m'éplucher la moitié des pommes de terre pour le dîner. Et en fait, il a épluché toutes les pommes de terre, mais que sur une moitié. C'est la moitié, c'est ça. Et, et cette image-là, elle est tellement vraie pour justement le couple, c'est de se dire que des fois, on va dire quelque chose, ça nous paraît tellement évident, sauf que l'interprétation derrière N'est pas du tout est la même. totalement différente. Donc, j'aime bien en tout cas cette métaphore parce que ça permet justement de prendre du recul aussi sur la situation et de se dire, bah, OK, comment on peut créer un couple qui est une entité à partir de deux êtres qui peut-être pensent et fonctionnent différemment? Comment on peut faire en sorte que ça matche et trouver des accords en termes de fonctionnement dans le quotidien pour que justement le couple soit nourri par ça? Ouais, mais je pense que déjà, le fait de comprendre que chacun
est différent et fonctionne différemment. Euh, Moi, ce que ça me ferait, et je pense que c'est comme ça aussi que je fonctionnais, c'est que j'en rigolais. Ça m'éclate de rire, en fait, quand l'autre, il comprend pas du tout ce que je dis, alors que c'est une évidence pour moi. Et dans l'autre sens, c'était la même chose, quoi. Donc, le fait de comprendre que l'un et l'autre fonctionnent autrement, bah, ça donne une situation rigolote, entre guillemets. Et du coup, pas de jugement non plus. Ouais, Parce que la vie, c'est aussi rire. Donc le rire ramène justement toute cette harmonie aussi dans le couple et ben, désamorce complètement la bombe qui est derrière, quoi. ouais. C'est sûr que l'humour, c'est une super clé dans la relation quand on arrive à l'utiliser. Mais c'est vrai que, tu vois, dans ce que tu dis, c'est des fois, tu as la compréhension que l'autre est différent, mais il y a quand même des fois où l'autre va faire quelque chose et ça va t'appuyer à un endroit où là, l'humour, t'as beau essayer, ça marche pas. Oui, parce qu'il va appuyer justement sur le bouton où il fallait pas appuyer, quoi. Exactement, exactement. Donc, mais déjà, c'est une bonne clé de comprendre ça. Alors après, encore une fois, il y a la compréhension, et puis après, il y a laisser le temps d'infuser et d'intégrer l'info pour justement en faire une nouvelle vérité aussi. Mm, mm. Et d'ailleurs, il y a une autre idée qui est vraiment pour moi importante aussi à déconstruire et qui fait beaucoup de mal dans les couples, c'est cette croyance que parce que c'est mon partenaire ou ma partenaire et qu'on se connaît depuis des mois ou des années, l'autre devrait savoir ce que je ressens, ce que je pense ou ce dont j'ai besoin. Mm. Et ça, c'est un truc, c'est une croyance qui est extrêmement limitante parce qu'à partir du moment où on se dit, euh, bah voilà, je me sens pas bien ou je suis dans l'attente de quelque chose et que l'autre nous l'amène pas, bah, on est frustré. Mm. Sauf que en fait, l'autre n'est pas télépathe. Et comme Exact- l'autre est différent, bah, c'est de comprendre que si à un moment donné, on n'exprime pas les choses, l'autre ne peut pas le deviner. Exactement. Et ça, c'est une grande erreur que beaucoup de gens font. Ouais, énormément. Là, je suis Énormément. vraiment en train de partager les grosses pierres en termes de schéma de pensée qui mettent à mal les couples. Ouais. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de me sentir pas bien. Et puis, à un moment donné, voilà, je me souviens d'une situation, Marie, je crois que c'est la première qui m'a vraiment fait un électrochoc dans ma tête sur justement cette prise de conscience. C'est que un jour, j'étais dans le lit, j'étais sur mon ordinateur, je démarrais plus ou moins mon activité d'entrepreneur. Mon compagnon était à côté de moi dans le lit et lui était déjà plus un entrepreneur confirmé. Et j'étais en train de me casser la tête sur des histoires de code et de logistique parce que moi, ça a pris du temps pour vraiment intégrer tout le système. Et en fait, j'étais là et je m'énervais toute seule. Et puis en fait, à un moment donné, volontairement, je soufflais fort, tu vois, j'exprimais fort parce que dans ma tête, je me disais, mais il va bien finir par m'aider quand même. Donc j'étais là, agacée, très dans la démonstration de mon énervement. Et puis à un moment donné, il me dit, mais calme-toi, si tu as besoin d'aide, demande-le-moi. Et j'étais là, mais je te l'ai demandé, tu te rends pas compte là, regarde-moi. Il me dit, mais tu ne m'as rien demandé. Je te vois juste t'énerver toute seule, mais fondamentalement, tu m'as pas demandé d'aide. Et là, ça a percuté. Dans ma tête, je me disais, mais oui, mais il devrait le savoir, il devrait le sentir. Ça devrait être logique que bah, si je m'énerve, l'autre vienne et dise, ma chérie, est-ce que tu as besoin d'aide? Eh oui, Et ça a été vraiment un électrochoc, hein, de manière métaphorique. Je l'ai senti dans mon corps, ça m'a fait bing. Et là, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, je suis en train de m'énerver toute seule toute sur seule. mon ordinateur en me disant que ben il devrait le savoir, il devrait m'aider. Mais fondamentalement, je n'exprimais pas. Et d'ailleurs, c'est familial, hein. Ouais, je trouve ça génial, en fait, la façon dont il a réagi. Parce qu'il est resté calme à côté de toi, quand même, hein. Et, Ouais, et je pense, à l'intérieur de lui, il a dû se dire, j'attends, j'attends. Quand est-ce qu'elle va me demander, en fait? Enfin, moi, j'aurais pensé comme ça, en tout cas. ouais. Et toi, bah, tu t'es juste énervée, toute Mm, seule, mm. comme une grande. Et tu Ouais, t'es fait mal, en fait. ouais, Parce que ça exactement. fait mal aussi, hein? Ouais. Mais c'est vrai que souvent, cette difficulté à demander aussi des choses, ça vient cacher des choses très profondes parce que euh, moi, je me rends compte que je viens d'une famille où justement, il y a vraiment à la base de la difficulté à exprimer les choses. Dans ma famille,
il y a une peur du conflit, notamment qui vient de mon père. Euh, Mon père, c'est une crème, c'est un amour, c'est quelqu'un aussi de très drôle. Mais par contre, je vois bien que dans son attitude, il va tout faire pour éviter un conflit, quitte à fuir. Et moi, Mm, je me rends compte que j'ai développé ça aussi. mm, J'ai une peur extrême du conflit, j'ai une peur extrême aussi de la colère de l'autre. mhm. Euh, et donc, je me suis posé la question d'où ça vient, parce que justement, mes parents s'engueulaient jamais, mais j'ai vu des adultes utiliser l'énergie de la colère pour blesser volontairement les autres. Donc, suis rendu compte qu'il y avait une difficulté à demander, parce que déjà, il y avait la croyance limitante de si je demande, je suis faible. OK. Et, euh, et puis aussi une difficulté à exprimer, parce que ben, être vulnérable ou être fragile, ça peut se retourner contre moi. Mm, C'est le risque d'être blessé. Et je me suis rendu compte en allant creuser ça, que ça vient de situations spécifiques de mon enfance qui étaient des traumas, où j'ai exact. vécu ça par le passé, et donc j'ai développé des comportements de protection. Sauf Mm, que la plupart du temps, les comportements de protection qu'on développe, qui nous ont été utiles dans notre enfance, nous font du mal à l'âge adulte. c'est ça. Faut les enlever à nouveau. Voilà, tout à fait. Mm, complètement. Incroyable. Donc, ce qui veut dire, donc là, tu as donné les grosses clés, en fait, de ce que peut vivre un couple Ouais. ou n'importe quelle personne. Parce que moi, je pense que c'est pas que dans le couple, mais euh, dans l'amitié, c'est pareil. Dans la famille, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que bah, on parle de couple, mais parce que dans un couple, on cherche une relation amoureuse. Donc, amoureuse dans le sens vivre avec jusqu'à la fin de sa vie. Mhm. Alors qu'en amitié, on sait très bien que ça peut s'arrêter et c'est moins grave, on va dire. Mais une vraie amitié, ça crée les mêmes problèmes. Donc, qu'est-ce que toi, tu as comme solution pour ça? Est-ce que tu as, non, tu as développé des façons de travailler, je suppose, Mhm. que tu proposes à tes clients, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, mon accompagnement, il repose sur quatre piliers fondamentaux. Mhm. Euh, il y a cette fameuse histoire du réservoir d'amour. Et donc, J'adore cette image et je ouais, vais la garder, celle-là. super. Ouais, ouais, cette histoire du réservoir d'amour, pour moi, elle est parlante parce que, euh, en fait, ça montre bien aussi cette capacité de donner et recevoir. Donc, si on a un réservoir d'amour qui est vide et qu'on ne sait pas comment le remplir, ça va créer des problèmes dans la relation de couple. Donc pour moi, un des piliers fondamentaux, c'est un pilier, on en parle tout le temps. Donc on peut avoir une forme de connaissance ou de conscience de ça, mais par contre, dans les actions, comment l'intégrer, ça c'est différent. Et c'est le pilier de la confiance et de l'estime de soi. Ça, Ok. c'est ce que j'appelle la base, c'est comment savoir remplir son réservoir d'amour pour après Mm, mieux distribuer aux autres. mm. Et donc, La ce confiance réservoir en soi Ouais, et confiance et l'estime estime de de soi. soi. Ok. Ouais, parce que c'est différent. La confiance, tu peux avoir confiance en tes capacités et tes compétences. C'est pour ça que des fois, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent, au boulot, pas de problème, confiance en soi au top, je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable. Par contre, là où ça peut pêcher le plus, c'est l'estime, parce que confiance en soi, c'est confiance en ses capacités, ses compétences, donc c'est quelque chose qui se muscle. Mm, Euh, Si, par exemple, il y a une compétence que tu doutes de toi, tu sais que tu peux aller développer ça en mettant en place des étapes pour y arriver. tout à fait. L'estime, on est plus dans la capacité à s'aimer, dans la Oui. capacité on va parler de là de la valeur que l'on se donne. Mm, Et donc, celui-ci, c'est un noyau vraiment qui est extrêmement important parce que si on ne s'aime pas, mm, les autres vont juste nous renvoyer en effet miroir là où il n'y a pas d'amour sur certains aspects de nous-mêmes. mm. Donc si on dit, si on reproche à quelqu'un, tu ne me respectes pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas, tu ne me comprends pas, euh, tu manques de douceur, tu manques de tendresse, bah, au final, on est juste en train de balancer à l'autre ce que, en général, on n'est pas capable de s'offrir à nous-mêmes. C'est Parce qu'on ça. est les premiers au quotidien à se manquer de respect, à ne pas se valoriser, à ne pas s'encourager, à ne pas se soutenir,
à ne pas s'écouter, se comprendre. Donc, Mm. le partenaire, ou en tout cas les autres, vont renvoyer les aspects de nous-mêmes qu'on a déjà du mal à entretenir à l'intérieur de nous. Donc, Mm. apprendre à s'aimer, c'est le meilleur moyen aussi d'apprendre aux autres comment nous aimer. C'est ça. Donc ça, c'est un pilier fondamental. Ok. Après, un deuxième pilier, pour moi, c'est la gestion des émotions. Parce Ouais. que la plupart du temps, c'est vrai qu'on parle de communication, ça c'est un troisième pilier, donc la communication authentique et bienveillante, c'est comment exprimer les choses à l'autre sans utiliser ces fameux activateurs de conflit, parce qu'il y en a, moi j'en ai répertorié 12 au total. Mhm. Et donc souvent, les trois principaux, c'est reproche, critique et jugement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres et on en utilise beaucoup au quotidien sans s'en rendre compte. Donc il y a déjà mettre en conscience à quel point on utilise des activateurs de conflit et donc du coup, comment les contourner avec Mhm. l'apprentissage d'une manière de communiquer qui soit différente. Et donc ça, c'est ce que je transmets aussi à mes clients. Mais pour moi, c'est extrêmement relié aussi avec la gestion des émotions. Parce que, encore une fois, la communication, la véritable communication, c'est aussi le non-verbal. Et Tout il à me fait. semble que la communication par les mots, c'est que 30% seulement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on communique avec le regard, avec l'intonation de notre voix, avec la posture que l'on a. Tout à Donc, fait. le non-verbal, c'est 70% de ce qu'on transmet. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que des fois, vous pouvez être perturbé face à certaines personnes. Quand, vous savez, quand vous êtes face à une personne et vous dites, je la sens pas. C'est parce que bien souvent, il y a une dichotomie entre ce qu'elle laisse transparaître et ce que vous captez quelque part de manière plus subtile. Parce que je peux très bien sourire et en même temps, j'ai un regard et je te dis, j'ai envie de te tuer ou j'ai envie de t'étrangler, quoi. Oui, je connais ça. Donc, Je connais des donc personnes qui sont comme ça ou qui peuvent être. voilà. Donc, t'as beau essayer de passer de la pommade et d'arrondir les angles, mon chéri, mon doudou, nanana, si dans le langage non verbal, l'autre sent que t'as juste envie de l'étriper, Mm. c'est ça que tu vas faire passer comme message. Ouais. Donc, la gestion des émotions, c'est extrêmement important parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui crée aussi des conflits ou des disputes? C'est parce que souvent, on réagit à chaud à un endroit où on est activé par l'autre. Et Mm. donc, développer ce réflexe de se dire, OK, je ne réagis pas à chaud, et puis je vais utiliser des techniques de libération émotionnelle et de gestion des émotions pour redescendre en pression. Mhm. Et ensuite, j'utilise les protocoles de communication authentique et bienveillante pour poser les mots. Bah là, on commence à changer la dynamique de couple. Mm. Mais ce Parce qui que, voudrait dire aussi, enfin, c'est là où ce serait compréhensible, quand j'entends les personnes qui disent je suis hypersensible, le hypersensible souvent ressent effectivement le corps, le regard et donc la non-communication verbale ouais, avant tout. Et ouais, c'est compliqué enfin, pour celui qui dit qu'il est hypersensible. oui. Et c'est pour ça que justement, ce que je propose, ça aide justement aussi à apprivoiser son hypersensibilité. D'accord. Parce que des fois, on a du mal à trouver cette frontière entre qu'est-ce que je ressens qui m'appartient et qu'est-ce que je ressens qui appartient à l'autre. Mm. Donc, l'idée aussi, c'est de voir que dans les outils de communication, c'est partir de son ressenti. Donc, c'est parce que si on commence à dire oui, tu es en train de me mentir ou tu es en train de me cacher quelque chose, tu peux être sûr que l'autre va se braquer parce que des fois, tu as des personnes qui n'ont même pas conscience de ça. Moi, j'ai un partenaire. En fait, je savais d'avance où est-ce qu'il voulait m'amener dans la conversation parce que je le sentais. Mm. Et je lui dis, non, 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 alors on s'arrête tout de suite parce que je vois où est-ce que tu veux en venir. Et il me dit, mais de quoi tu parles? Et après coup, il me disait, ah non, mais t'as raison, mais je m'en étais même pas rendu compte. Donc, c'est de voir Ça, que des c'est fois, on peut. difficile aussi. C'est Ouais. hyper difficile quand on ressent l'autre aussi fortement parce qu'on sait s'il ment, là où il veut nous emmener enfin, on ressent tout. Et moi, je me souviens, enfin, moi, je ressens quand on me ment. Mm. Et quand on me ment, je ne peux pas dire à la personne en face, tu es en train de me mentir, j'ai pas de preuve, à part ma Ouais. sensibilité. Ouais. Et c'est horrible à vivre. Ouais. Mais en tout cas, c'est de pouvoir exprimer les choses en disant, voilà ce qui se joue en moi à cet instant. Parce que au moins, on parle de soi et on n'est pas en train de parler de l'autre. Et c'est ce qui fait toute la différence dans la relation. C'est quand Oui, on commence à dire les choses à partir de soi et pas
à partir de À l'autre parce que partir de c'est là où l'autre. justement que l'autre se braque. Donc la gestion des émotions et la communication, c'est quelque chose qui est interrelié Oui, et qui sont vraiment des outils du quotidien qui vont vraiment aider. En base, en toile de fond, on pourrait prendre par exemple, tu vois, une maison. Pour moi, confiance et estime de soi, c'est la fondation, c'est le socle. Et tout à fait. après, tu peux utiliser les murs pour les murs, le toit, On pour va dire construire quelque chose qui tient la route, pour bâtir, en effet. Parce que ça, c'est un développement de compétences. Et complètement. le dernier pilier, c'est la guérison des blessures. Et donc là, c'est en dessous des fondations. C'est de s'assurer que déjà, on construit notre maison sur un sol qui est stable. Parce que si on Exactement. commence à vouloir construire une fondation qui est forte sur des sables mouvants, Ouais. ça va poser problème. Et donc ça, c'est ce que je remarque qui change tout le game dans une relation parce que j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, Aurélie, j'ai déjà fait X années de thérapie et pourtant on en est toujours au même point ou alors les choses s'aggravent. Et donc ils me disent, la thérapie en soi, ça m'a aidé parce que j'ai pu exprimer, j'ai pu partager, mais fondamentalement, j'ai pas d'outils, j'ai rien pour changer les choses. Et donc Mm. c'est là où justement c'est important de pouvoir avoir des protocoles et des outils parce que, encore une fois, comprendre, ça veut pas dire guérir. Oui, ça ne veut pas dire que c'est intégré pour moi. Ça veut pas dire que c'est Quand c'est pas intégré. intégré, c'est pas guéri. Exactement. Mm. Donc c'est pour ça que il y a tout ce protocole-là où j'utilise aussi des outils euh, pour D'accord. aller libérer les charges émotionnelles, pour aller libérer les liens qui ont été faits dans le subconscient et qui sont associés à des souvenirs. Et Mm. après, moi, ce que j'adore aussi, c'est travailler en collaboration. Parce que moi, j'ai mon expertise, mais mon expertise et mon approche va être puissante sur certains aspects, mais en même temps, ce que je remarque, c'est que c'est souvent l'association de plusieurs potentiels, moi j'aime bien dire les magiciennes, qui font qu'après on a des résultats puissants. Donc moi, si tu veux, mon protocole passe aussi par le fait que je collabore avec des personnes. Donc j'ai Nathalie qui est une excellente hypnothérapeute qui travaille sur aussi les 5 blessures de l'âme, qui travaille en transgénérationnel. Et puis nous deux aussi en collaboration où toi aussi tu travailles en profondeur et tu décristallises des choses. Et justement, c'est tout ce travail-là avec différents outils qui font que ben, il y a vraiment des guérisons et des transformations très profondes qui peuvent s'opérer ensuite Ouais. pour les personnes. Et je trouve ça chouette, effectivement, parce que, effectivement, on est expert dans notre domaine, mais ça ne veut pas dire que on n'a pas besoin des autres domaines. En fait, on est très complémentaires. Et je dis souvent, ça fait partie vraiment du nouveau monde, cette complémentarité et cette reliance entre nous tous, euh, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça que les gens peuvent guérir et peuvent aller au-delà de tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est l'avenir en fait. Pour vraiment, tu vois, s'aider soi-même et aider les autres, aider l'humanité, ça passe par un temps où pour moi, on est dans la collaboration et l'association parce que tout seul dans son coin, on peut des fois se sentir limité. Moi, ça m'est déjà arrivé Bien par le sûr. passé de me dire, OK, là, je touche un endroit dans mon accompagnement où je sens que c'est pas la bonne méthode. Sauf que j'ai pas acquéri cette compétence. Donc, par contre, je suis la reine pour apprendre des compétences. J'adore me nourrir, j'adore apprendre pour à chaque fois me dire, ça va être un super outil en plus pour aider mes clients. Mais en même temps, je peux pas tout intégrer parce qu'il y a Non. un moment Et puis, donné, on ne peut pas tout faire. exactement, parce que l'expertise passe aussi par le fait que on répète chaque jour et qu'on développe une excellence dans le domaine. Donc c'est pour ça que moi j'ai mon domaine d'excellence et j'aime bien dire bah, je veux m'entourer aussi de d'autres magiciens et d'autres magiciennes pour faire le job et passer par des endroits où moi je ne passerai pas. Ouais. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, j'adore travailler avec toi et j'adore, en fait, quand tu m'envoies tes clients, euh, parce que je me rends bien compte que tu as déjà très, très bien déblayé avant Mm. et que ça va finalement très vite. Oui, C'est souvent, je peux dire, dans tes clients, je peux lire comme dans un livre ouvert, mais parce qu'elles sont préparées. Et je trouve ouais. ça extraordinaire. Donc, je dirais presque que c'est très facile pour moi. Mm. Merci beaucoup. Ouais, c'est cool.
Hmm. D'accord. Donc, en fait, tu travailles sur ces 4 piliers et ton accompagnement, du coup, dure combien de temps? Alors, l'accompagnement principal, il dure 5 mois. 5 mois. Ouais, pour moi, c'est après 10 ans d'expérience, c'est le temps que j'estime qui est juste pour vraiment semer les graines, c'est-à-dire déblayer déjà le terrain et Hmm. puis reconstruire sur des bases solides parce que ça demande du temps d'intégration. On a tous aussi un rythme d'intégration qui est vraiment important à prendre en compte et en général, en 5 mois, j'arrive à faire les choses. J'ai un autre programme qui est sur 3 mois, mais pour moi, c'est un programme pour commencer à aller libérer, nettoyer, reconstruire sur de bonnes bases. Hmm. Mais dans ce programme-là, on ne va pas travailler la guérison des blessures. Donc, Oui. c'est pour ça que pour moi, 5 mois, Ouais, parce que c'est c'est ce qui vrai est que important. 3 mois, c'est bien, mais quand les blessures ne sont pas guéries, ben, c'est pas complet. Exactement. Et Euh, puis, c'est de se rendre compte que j'ai certains de mes clients, la première fois qu'on se rend compte, qui disent oh, 5 mois, c'est quand même long. Et en fait, je dis attends. Et puis, on arrive aux 5 mois, ils me disent et c'est déjà fini. C'est passé ouais. trop vite parce qu'au final, il y a tellement de choses qui bougent en nous Hmm. que je peux vous dire que voilà, moi, déjà, il y a les processus, il y a les sessions de coaching individuel et de guérison. Et puis, il y a aussi les missions que je donne entre les sessions. Donc, au final, c'est quelque chose aussi qui demande en effet du temps et de l'implication Hmm. parce que ben, justement, on fait vraiment bouger les lignes en profondeur. Mais par Ouais. contre, moi, c'est ce que j'aime bien dire, 5 mois dans une vie, qu'est-ce que c'est quand c'est pour gagner après sur plusieurs années. Donc, c'est important de prendre ça en compte parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de j'investis en moi et puis bah, voilà, je veux que les choses bougent rapidement. Hmm. Donc, il y a certaines personnes, je leur dis aussi, laisse-toi le temps. Ça fait 2 semaines que tu es là. Et il y a Bien sûr. déjà ça qui bouge. Donc, laisse-toi le temps aussi de pouvoir, parce que des fois, on a aussi une forme d'exigence, hein, c'est de voir à quel point on est nos pires bourreaux en termes d'exigence. On veut être parfait. Et c'est Hmm. aussi de développer bah, justement de la tolérance, de la bienveillance, de la patience, dans le fait qu'on a aussi un processus interne qui se met en place. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est comme par exemple, d'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont normales. Si je repense à la fois où j'ai appris à conduire, ils le disent en auto-école que il y a des endroits où on va vraiment apprendre et progresser, et puis à un moment donné, il y a une phase qu'on appelle plateau, où on a l'impression de plus avancer, mais c'est pas parce qu'il se passe rien. C'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se construire en profondeur pour après réapprendre. C'est des phases. Hmm. Ben, je dis souvent aussi nos façons de travailler en tant que thérapeute ou coach, peu importe. euh, on ne vient pas chez un médecin, on donne une pilule qui va cacher le problème pour nous sentir mieux. On n'est pas médecin. Mm, Si, mm. si la personne Exactement. peut arrêter de souffrir là tout de suite, il va chez le médecin, il prend un cachet ou j'en sais rien. Et OK, ça va aller pendant un mois, peut-être un mois, 2 mois, mais ça va revenir. Mhm, tout à fait. Et oui, cette métaphore, elle est bien. Et notre rôle, c'est pas de donner le cachet, mais Non, c'est d'aller à la source de ce qui crée le problème pour qu'il n'y ait plus besoin de prendre le cachet et que exa- éventuellement, ben, les personnes soient outillées. exactement. Ben, et puis ils comprennent surtout, je dirais presque comprennent la vie. Parce Ouais. que dans la vie, nos conditionnements, les croyances, comme tu dis, les mémoires, etc., ben, ça ne nous facilite pas la compréhension de la vie. Et souvent, je dis aussi, les lois de l'univers, personne ne les connaît. Donc, allons chercher les lois de l'univers. Mm. Pour Ouais, ça, il faut c'est du vraiment temps. important, ouais, en effet, de comprendre, parce que la plupart du temps, quand on se sent démuni, c'est parce que justement, on a une incompréhension de ce qui se passe. Donc la compréhension, c'est important. Et puis les outils, parce que c'est de se dire, en effet, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas le monde des bisounours. Donc c'est de se dire aussi, en tout cas, moi, j'aime bien dire, mon job, c'est qu'à la fin des 5 mois, tu dis, c'est cool, j'ai plus besoin d'Aurélie.
Et ça, c'est le plus beau cadeau. Parce que j'ai pas envie de développer une relation de dépendance. Si on a envie de garder de lien, on le garde, mais autrement. Mm. Mais moi, mon job, c'est de rendre chaque personne complètement autonome Autonome. Mm. dans le quotidien pour se dire, oh, ok, un coup dur, pas de souci. Je sais quoi faire, je sais quel outil prendre pour que justement aller dépasser ce challenge Mm. et Ben, remonter la pente. c'est marrant ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à, effectivement, en tant que thérapeute, euh, dans l'aide à l'autre, c'est qu'il ne revienne pas forcément qu'il a ce qu'il faut pour y arriver seul. Alors que le médecin, il te prescrit ce comprimé, mais tu es obligé de retourner chez lui dans 2 mois. Mhm. Et on peut dire, voilà toute la différence. Alors, je suis désolée si jamais il y a des médecins qui nous écoutent, mais c'est un peu ça, quoi. On n'est pas, enfin, souvent, je peux dire, on n'est pas médecin, on n'a pas fait de médecine, mais on est médecin des âmes. Mhm. Et Ouais. effectivement, on va guérir les âmes. Et après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand même, je me rends compte qu'il y a quand même des médecins aussi qui s'ouvrent de plus en plus à d'autres techniques. Aujourd'hui, tu vois des thérapeutes, ou en tout cas des médecins ou dans le monde hospitalier, où ils vont se dire, bah tiens, on s'ouvre à l'hypnose, on s'ouvre à telle technique. Et donc, c'est là où c'est chouette aussi, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui se décristallise, Passe même quand si même. c'est encore très cristallisé, il y a Mm. quand même des endroits où il y a une curiosité qui est là et que ça s'ouvre de plus en plus. Mais oui, moi, c'est vraiment important parce que en tant qu'ancienne dépendante affective, je sais à quel point, en fait, c'est compliqué d'avancer dans la vie quand on a l'impression qu'on ne peut pas se débrouiller sans l'aide de quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, moi, l'idée, c'est comment je peux aider les gens à reprendre leur pouvoir pour se dire, j'ai les ressources en moi Oui, pour pouvoir avancer. Et après, c'est OK de se dire, à un moment donné, je sens qu'il y a un blocage, je sens qu'il y a un palier là et j'ai besoin d'atteindre le palier supérieur. OK, je demande un coup de pouce. Et ça, c'est complètement OK. Encore une fois, c'est ce que je disais, tout à moi, je fait. le fais dans ma vie. Mm. Mais c'est en tout cas d'avoir cette ressource en nous, de se dire, je me fais confiance, je sais que je suis capable de telle et telle chose. Et donc, si un jour la vie m'amène à revivre cette situation, je vais la gérer complètement différemment. Mm. Complètement. Super. Ben, je te remercie beaucoup, Aurélie, de ce partage. Le partage de ta vie, partage de Ouais, ton travail, partage de ta passion aussi. ouais. Et ben, je suis vraiment hyper, hyper contente de te connaître, de travailler avec toi aussi. Ouais. Ben, en tout cas, merci aussi pour déjà ton invitation et puis aussi cet échange parce que je trouve ça génial aussi de pouvoir diffuser ça, de se dire que voilà, aujourd'hui, on a la chance d'être dans une ère où il y a beaucoup d'informations à notre portée et il y a aussi beaucoup de solutions. Euh, on a- on n'est pas obligé de se dire que voilà, on va devoir subir les choses toute notre vie. Mm. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont des ressources pour nous aider à bousculer les schémas et sortir de ça. Oui. Et puis, je pense aussi que les gens, même s'ils ne sont pas encore prêts à demander de l'aide, rien qu'en écoutant ce genre d'interview, peuvent se dire, OK, ça veut dire aussi que j'ai ce pouvoir en moi de pouvoir guérir. Et Mhm. plus cette chape au-dessus de la tête, je ne guérirai jamais ou je n'y arriverai jamais. Ouais, Il y a quand c'est même ça. un espoir qui naît aussi en, en tout premier lieu. Exactement. L'espoir, pour moi, c'est vraiment important. C'est une super graine. Et puis après, il y a le déclic. Alors, c'est vrai que souvent, on attend un gros déclic. Et des fois, c'est ben, l'annonce d'une séparation, un accident, une maladie. Et puis là, il y a un truc qui shift. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est quand on sent les graines d'un potentiel, entre guillemets, danger pour nous, c'est de se Mm. dire, OK, allez, je le fais maintenant et Maintenant, il faut y aller. j'attends pas vraiment la dernière minute pour agir. C'est exactement ça. Exactement. Très bien, Aurélie. Je te souhaite une très très belle soirée. Merci à On se toi revoit aussi. bientôt et bah, plein de belles choses à toi. Merci beaucoup, Marie. Au revoir. Au revoir, Aurélie.